en tout cas à partir de faits, de chiffres, d'hypothèses. Vous nous dites que le monde tel qu'on le connaît, que notre civilisation, à nous, là, est en train de s'effondrer. Dans votre dernier livre, Pablo Servigne, vous utilisez la métaphore du verre à moitié plein et du verre à moitié vide pour nous faire comprendre ce que c'est que la collapsologie. Vous avez un verre devant vous, vous avez juste 30 secondes, mais c'est quoi la collapsologie, du coup, pour vous? Et d'ailleurs, je tiens à préciser que je suis chercheur, on se dit indépendant ou interdépendant. On est sorti du monde académique. Et voilà, c'est important à préciser. Et la collapsologie, mais ce qu'on a fait, c'est réunir tous les indices dans chaque discipline scientifique, aller vraiment à la base des publications, pour voir ce que chaque discipline avait découvert sur des possibles effondrements. Alors déjà, sur des effondrements qui ont eu lieu ou qui sont en train d'avoir lieu. Il y a les populations de vertébrés, d'insectes, d'oiseaux. Il y a plein de choses qui se passent en ce moment, des catastrophes dans tous les sens. Mais toutes ces catastrophes, que ce soit la biodiversité, l'économie, les ressources, les terres rares, etc., de manière convergente, quand on fait du lien entre tout ça, et c'est ça l'apport de notre travail, on se rend compte que ça apporte la possibilité d'un effondrement systémique. Et que cette possibilité peut être assez imminente et brutale. Et donc l'ensemble de tous ces indices, de tous ces travaux le plus rationnel possible, c'est ce qu'on a appelé la collapsologie. Et en fait, la démarche, c'est que souvent on nous dit, est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste? Vous voyez, vous avez l'air de voir le verre à moitié vide. On nous traite de pessimiste, mais pas du tout. La collapsologie, c'est de dire, écoutez, ce verre, il est entièrement plein, à moitié d'eau et à moitié d'air. Et surtout, quand on prend du recul et qu'on voit le tableau global, il est fissuré. Donc la question, c'est pas s'il est à moitié plein ou à moitié vide. On s'en Au fond, fout. La question est dépassée. Pessimiste ou optimiste, on s'en fout. On doit comprendre le verre. Il y a une phrase de Spinoza que j'adore beaucoup. Ça fait un peu un télo. Allez-y, allez-y. Je l'aime beaucoup. La cité Descartes. Il disait « Ne pas se moquer, ne pas se lamenter, ne pas détester, mais comprendre ». Et c'est ça qui nous anime. Alors justement, on va essayer de comprendre avec vous ce soir. Et pour comprendre ce que ça veut dire concrètement la collapsologie, les équipes de ces politiques sont allées en Dordogne. Dans l'une des premières communautés, alors je ne sais pas si on doit appeler ça comme ça, mais en tout cas l'un des premiers collectifs à tenter la vie d'après le collapse. On vous a suivi, vous également, Pablo Servigne, lors d'une conférence dans un amphi bourré à craquer à Marseille. Et on commence cette plongée en collapsologie avec un homme qu'on connaît bien, une figure écolo, Yves Cochet, ancien candidat à la présidentielle, convaincu comme vous, Pablo Servigne, que notre monde touche à sa fin. Et sa description de l'avenir proche de la région parisienne fait froid dans le dos. Collapsologie, les penseurs de la fin du monde. Reportage signé Beryl Chomeil, Nicolas Grisel et Florent Maillet. Nous pensons que la région Île-de-France, actuellement un peu plus de 12 millions d'habitants, en comportera peut-être 6. On n'est pas à 10% près, bien entendu, à cette hypothèse-là. Alors vous allez me dire, où sont passés les autres? Eh bien, les plus aisés sont partis ailleurs, les autres sont partis au ciel. Le futur proche de l'Île-de-France, vu par un ancien ministre écolo, converti à la collapsologie. Et cette période va bientôt se terminer dans 5 ans, 10 ans ou 15 ans. C'est demain matin. Et comme disait notre ami Churchill, qui était un type de droite, mais peu importe, il disait entre la civilisation et la barbarie, il y a 5 repas. Supposons qu'il n'y ait plus, que demain matin, il n'y ait plus Rungis. Et il n'y a plus non plus de Monoprix, d'Auchan, etc. C'est le vandalisme. Actuellement, il y a entre 5 et 10 000 agriculteurs en Île-de-France, sur 12 millions d'habitants. Là, il y en aura 3 millions de professionnels et 3 millions de permaculture amateurs. Dès 2035, à mon avis, et peut-être en 2040, enfin après le grand effondrement, les principaux moyens de transport, les modes, sont de basse technologie, low-tech, comme on dit. Il faut penser low-tech. Tout ce qui est high-tech sera mort. Ça n'existera plus. Par exemple, en 2035, l'Internet et les groupes Facebook, il n'y aura plus. Donc la marche à pied, les vélos, l'attraction animale. Et donc, il faudrait qu'en Île-de-France, on ait à peu près 1 million de chevaux de trait. Yves Cochet alerte. D'autres se préparent déjà à la suite du monde. La suite du monde, c'est le nom de ce site internet qui permet à des urbains de racheter des terres agricoles en commun. La toute nouvelle entreprise a déjà réussi à collecter 150 000 € en 4 mois. Il y a un groupe constitué d'une quinzaine de personnes qui viennent de dire qu'ils peuvent mettre 500 000 € sur le lieu collectif.
C'est assez sidérant de voir l'anticipation qu'il y a, enfin, le nombre de groupes déjà constitués, qui déjà réfléchissent, déjà se testent, se font des week-ends, etc. Savoir s'ils se font un peu confiance. Dans son ancienne vie, Nicolas Voisin était un pionnier des chaînes de télé sur Internet. Mais ça, c'était avant sa découverte de la collapsologie. Monte ta taille. Là, ton côté en biais, il est vachement trop épais. Tu devrais mettre le couteau plus à plat. C'était pas mal, juste le temps que je le dise, et après là, c'est un peu moins bien tout d'un coup. On est déjà engagé dans un processus irréversible et qu'il est important d'y faire face et de ne pas juste baisser les bras, de ne pas rester consterné en se disant c'est l'apocalypse. Aujourd'hui, il est l'un des premiers en France à organiser ces ateliers de greffe fruitière pour débutants. Alors, on est en train de greffer des arbres fruitiers. C'est-à-dire ? Ça va permettre d'obtenir des fruits de meilleure qualité, ou en tout cas qui correspondent à ce qu'on souhaite avoir en variété. Bah là, je sais pas trop ce qu'on plante. Adrien, on est en train de planter quoi? Kaki, elle a répondu Marie. On essaie de rendre possible que les gens sachent le faire par eux-mêmes. Donc c'est des petits ateliers assez réguliers. Alors ça a des vrais incidences sur le territoire, parce que là c'est 1000 arbres quand même. Le monde de demain, d'après les collapsologues, ce sera sans pétrole, sans Internet et avec un impératif vital pour survivre, l'autonomie alimentaire. On a délégué beaucoup de notre capacité à faire à l'État, aux services publics, à des tiers. Se réapproprier ses capacités à faire, c'est essentiel. On t'apprend dans la société à être spécialiste. Je pense que c'est très important d'être au contraire très polyvalent, d'apprendre à faire plein de choses. Une société de spécialistes, c'est une société qui est facile à contenir, à maintenir et qui, en risque d'effondrement, pour le coup, est particulièrement fragile. C'est toi qui vas travailler, tu crois? Plus d'essence, plus de tracteurs. Les collapsologues nous prédisent un avenir proche qui ressemble beaucoup au passé. Une vie comme celle des habitants des campagnes au début du XXe siècle. Vas-y, zo. Minimum au-dessus des racines. Et tu tasses pas, contrairement à l'idée reçue. Quand est-ce qu'il va y avoir des fruits? De manière soutenue, 7 ans facile, 5 à minima. La collapsologie et ses adeptes, une aubaine pour les zones rurales désertées. Nicolas Voisin a choisi de s'implanter en Dordogne. Le très bon accueil qu'on a des élus, il est directement lié à la réalité du fait que des terrains qui n'étaient pas exploités le sont, que des maisons qui étaient fermées sont réouvertes. Et qu'il y a plus de gens du coup dans les terrains. Qu'il y a plus de gens, qu'il y a peut-être 100, 500 personnes sur les 2 ans qui vont s'installer là. Ouais, est-ce que tu as du monde? Un petit peu. Un petit peu. À Piégut-Pluviers, la Suite du Monde, son entreprise, loue cet immeuble pour accueillir ceux qui veulent rejoindre l'aventure. Des urbains qui ont tout quitté ou sont tentés de le faire. Je m'appelle Kako, moi je viens plutôt du monde de l'entreprise à l'origine. J'habite Paris. Je suis originaire de Strasbourg, je suis comme Kako un petit peu issu du milieu de l'entreprise et aussi de l'associatif. C'est la 2e fois que je viens ici, je vais peut-être quitter Paris cet été pour m'installer un peu plus durablement, c'est pas encore sûr. Fanny, 32 ans, je suis arrivée sur Piégut il y a 3 mois. Dans l'objectif de découvrir le projet de la Suite du Monde, que j'ai découvert un peu par hasard sur Internet. L'aventure de Nicolas Voisin est loin d'être isolée. Partout en France, des communautés sont en train de s'organiser. Là, ici, vous avez une partie des terrains qui ont été acquis dans le cadre de la commune imaginée du Bandia et qui permettent aux gens de bénéficier de propriétés collectives. Là, on est dans le Périgord vert, mais il y a des projets de communes imaginées en Bretagne, en Ardèche. On va essayer de porter une 50aine de dynamiques de ce type-là. L'effondrement de notre civilisation industrielle, une théorie qui fascine de plus en plus de Français. À Marseille, ce jour-là, la star de la collapsologie donne une conférence. Merci à toute l'équipe pour l'invitation. Merci à vous tous. Je suis toujours étonné du nombre de personnes. Là, il fait beau, on est samedi et vous venez écouter des mauvaises nouvelles. C'est quand même impressionnant. Voilà. Pablo Servigne. Ses centaines de milliers de vues sur Internet et son livre vendu à 50 000 exemplaires. Nous avons altéré l'ensemble du système Terre de manière irréversible. Nous allons vers un avenir instable où les grandes perturbations seront la norme. Et c'est ça qu'on n'arrive pas à penser. On arrive à penser les transitions, les politiques graduelles, les réformes, etc. Mais on a du mal à penser politiquement, collectivement, les ruptures. Il y a beaucoup de réactions fréquentes. Je les appelle les aquabonistes, les savapétistes, ceux qui disent ça va péter, bien fait, tout va se casser la gueule.
Les aquabonistes, c'est oh, bah, tout va s'effondrer, allons finir notre vie au bistrot. Et ça, il y en a plein. Les transitionneurs, les survivalistes. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que toutes ces postures, on les a en nous. Est-ce qu'on va tous s'entretuer ? Et tous les récits aujourd'hui, c'est la compétition, l'agression, la loi du plus fort. Dans la nature, il n'y a qu'une loi, c'est la loi du plus fort et tout ça. C'est des conneries. Quand il y a une attaque terroriste, un tsunami, etc., ce qui sort le plus facilement de l'être humain, c'est les actes prosociaux, altruistes et d'auto-organisation. La collapsologie peut-elle changer le monde ? Ce soir, on va poser la question. Pablo Servigne, la collapsologie peut-elle changer le monde, selon vous ? On vous pose la question, vous êtes là. Je dirais qu'elle le change déjà, mais la collapsologie, est-ce qu'elle doit changer le monde, en tout cas ? Tenter de comprendre les choses. Après, ce qu'on a mis dans le dernier livre, Une autre fin du monde est possible, c'est que juste comprendre la science, enfin avec la science, le logos, la raison, ça suffit pas. La science ne nous dit pas et ne doit pas nous dire ce qui est bon ou mauvais, les questions éthiques, les questions émotionnelles, les questions artistiques, d'imaginaire, d'imagination, même les questions spirituelles. C'est quoi notre rapport au monde, aux animaux, aux non-humains, au sacré, à la mort, etc. Et donc, on a besoin d'aller au-delà. Mais on a besoin de quoi ? On a les connaissances aujourd'hui, mais ça ne suffit pas. La question, on sait les choses. Pourquoi est-ce qu'on est collectivement, peut-être tous sur ce plateau, peut-être ceux qui nous regardent, dans le déni ? Ah non, pas tous. Je pense qu'il y a plein de gens ici qui savent. Parmi ceux qui nous regardent, il y a beaucoup de gens qui savent et qui y croient. Je pense que l'idée est largement partagée. La question maintenant, on a alerté, beaucoup de gens savent, c'est comment on passe à l'action. Et ce que j'allais dire, c'est que dans ce dernier livre, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'intériorité à faire, en termes émotionnels, spirituels, etc., pour aller de l'avant et passer à l'action. Et l'autre chose, c'est qu'il faut passer à l'action. Donc ça, on pourrait dire la collapsosophie, qu'on a mis la sagesse face à tout ça. Et maintenant, il faut aller, et c'est le grand chantier, on n'a pas encore écrit là-dessus, mais il y a beaucoup de choses qui sortent, c'est la collapsopraxis. C'est vraiment comment on s'organise, c'est la question la plus importante. Alors, avant de passer à l'action, ou pour passer à l'action, il faut comprendre comment ce monde d'après va s'organiser. C'est frappant ce que dit Yves Cochet au tout début du reportage. Il nous fait donc ce que sera Paris ou l'Île-de-France d'ici 2035. Par exemple, il dit qu'il y aura Internet, les nouvelles technologies, ce sera terminé. Pourquoi ? Très concrètement, pour les gens qui nous regardent, pourquoi est-ce que dans 15 ans, 16 ans, ce sera terminé ? Parce qu'on parle de rupture, et qu'il y a les ruptures dans les réseaux de communication, les réseaux électriques, les réseaux de transport. Tout ça, c'est des chaînes d'approvisionnement rapides, homogènes, à flux tendu, et qui dépendent de quoi ? De ressources, d'énergie, qui viennent d'où l'énergie en France ? De l'étranger. Si à un moment, il y a des ruptures majeures qui peuvent être provoquées par beaucoup de choses, des conflits géopolitiques, mais ça peut être des problèmes climatiques, etc. Donc les étincelles, je dirais, peuvent venir de beaucoup d'endroits. Et là, on est devenu une société extrêmement vulnérable, c'est-à-dire dépendant de beaucoup de facteurs. Et comme tout va très vite, il y a des ruptures qui peuvent arriver. Et comme on a tout interconnecté, ça peut faire des effets boules de neige, des effets dominos, qui provoquent des ruptures brutales. Oui, vous dites aussi, on a déjà connu des civilisations qui s'éteignaient. Les Mayas, les Romains, c'était les Mayas, les Romains. Mais vous dites, là, ça pourrait aller beaucoup plus vite parce qu'on est interconnecté. Voilà, ça c'est la nouveauté de notre société, de notre civilisation. C'est perturbant ce que vous dites, parce qu'on nous a vendu, à ma génération, à la nôtre, que l'interdépendance, après la Seconde Guerre mondiale, c'était la paix et la prospérité. Et vous êtes en train de nous dire, l'interdépendance, c'est la fin du monde. Alors, des systèmes physiques, la globalisation, l'économie mondialisée a tout interconnecté de manière homogène. Et les physiciens montrent que dans un réseau, lorsqu'il y a des nœuds et des liens, et plus le réseau est fortement interconnecté et homogène, plus quand on lui met des chocs, par exemple climatiques, etc., il semble résilient, il est stable, il y a une certaine stabilité. Mais en fait, il devient vulnérable et à un moment, il est soumis à des effondrements brutaux. Et donc, on a créé, par la mondialisation, pour la première fois de l'histoire, un risque systémique global. C'est l'expression des scientifiques. Et c'est ça, c'est une possibilité. Je ne dis pas que l'effondrement va arriver, on n'a aucune certitude. On ne peut pas avoir de certitude. Mais la science ne peut pas non plus avoir de certitude que ça ne va pas arriver. Ouais. Et donc, cette incertitude radicale, c'est ça qui nous met en mouvement. Par exemple, vous prenez une maison, vous allez prendre une assurance incendie. Mais on ne sait pas s'il y aura un incendie. Est-ce que vous êtes catastrophiste pour autant ? Est-ce que vous êtes pessimiste ?
C'est plutôt rationnel, c'est plutôt une bonne préparation. La réponse est dans la question. Il y a, alors vous le connaissez très très bien, un spécialiste de psychosociologie américaine, c'est Léon Festinger, qui en 1957 a inventé un concept qui s'appelle la dissonance cognitive, qui permet de comprendre pourquoi est-ce que quand on sait, pourtant on ne fait pas. Alors je le cite, voilà ce qu'il dit. Pour ne pas se mettre psychiquement en danger, donc presque pour nous protéger, l'individu a besoin de maintenir une certaine cohérence entre ses croyances, ses attentes et ses actes. Quand la dissonance est trop grande, cela provoque une réaction de négation, de rejet, d'évitement ou d'oubli. Alors, pour clarifier en clair, pour adapter ça à l'écologie, parce que lui, il ne pensait pas forcément à l'écologie, vous prenez votre voiture pour aller au travail, un avion pour aller en vacances, c'est en contradiction fondamentale avec ce que vous savez par ailleurs. Et pour faire face à cette contradiction, vous allez mettre ce que vous savez par ailleurs de côté, vous allez prendre l'avion pour aller en vacances. Il faut renoncer à l'un ou l'autre. Soit on renonce à nos croyances, nos mythologies, nos idéologies, soit on renonce au fait, un fait qui nous arrive. Et on peut être dans le déni. Mais en fait, il y a une biodiversité des dénis, je dirais. Il y a ceux qui ne savent pas ou qui ne peuvent pas savoir ou qui ne se rendent pas compte. Par exemple, on a plus peur d'une migale qui serait là sur le bureau plutôt qu'un rapport du GIEC. Un rapport du GIEC, ça parle quand même de millions de morts, de déplacés, de famines, de guerres. Mais il y a d'autres choses. Il y a aussi les dénis collectifs. Ce que les historiens Naomi Oreskes et Conway ont appelé les marchands de doute. Des lobbies, il y a des millions de dollars avec des think tanks qui fabriquent du doute sur la question des OGM, la dangerosité des pesticides, de la cigarette, de l'amiante. Donc justement, il y a une neurosociologue, encore une, Sylvie Granon, qui, elle, neurosciences, qui explique que, en fait, quand on est stressé, notre cerveau, il est épuisé. Il épuise notre corps, parce que ça coûte beaucoup d'énergie quand on est stressé. Et en fait, elle dit, les lobbies, ils sont très bons pour nous rassurer. Et donc, pour nous mettre dans la tête l'idée que, rassurez-vous, ça va aller, il y aura des solutions secondaires, il y a peut-être une planète B, mais c'est dans longtemps, etc. C'est exactement ce que vous êtes en train de dire. La neuroscience justifie ça par l'analyse du cerveau, de ce qui se passe. Et c'est OK, c'est un moyen cognitif de se protéger. Le déni, c'est totalement naturel. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir comment on va au-delà. Moi, je pense qu'il y a aussi la peur de la mort. La question de l'effondrement, c'est la question de notre propre mort. Et ça nous renvoie comme un miroir à une question qu'on n'avait pas forcément... On n'est pas à l'aise. Certains sont à l'aise, d'autres pas. Yves Cochet a l'air très à l'aise. Moi, je suis à l'aise, j'ai eu un accident grave. Et je remarque que ceux qui ont une maladie grave ou un accident grave, en fait, ils ont basculé dans leur deuxième vie. Vous savez, il y a une phrase de Confucius qui dit « on a deux vies ». Et la deuxième commence quand on se rend compte qu'on n'en a qu'une. Et donc, on passe à l'essentiel. Il y a cette annonce de... ce déclic de plus rien sera comme avant, c'est moi qui vais le vivre, comme ces jeunes, c'est notre génération, c'est maintenant. Ils n'ont pas l'air d'avoir peur. Non, mais il n'y a pas que la peur, on en parlera de la peur après. Il y a la peur d'avoir peur aussi, il y a plein de choses, c'est très compliqué. On n'a pas toute la soirée, mais justement, sur une autre fois, hors antenne, on en parlera. Sur la peur, la mort est intéressante, et notre société est dite patho-adolescente. On est bloqué dans un schéma de croissance infinie, on refuse de voir la mort, on refuse la souffrance, c'est l'adolescence pathologique. Alors, on parle beaucoup du GIEC depuis tout à l'heure, Camille, le rapport du GIEC qui annonce donc aussi ce que dit Pablo Servigne. Oui, il y a ce rapport du GIEC. Je voudrais vous montrer une vidéo, parce qu'en fait, là, depuis tout à l'heure aussi, on parle de les gens savent, mais... moi je me demande, est-ce que les politiques savent vraiment ou est-ce qu'ils sont dans le déni dont vous parliez? Vous allez voir dans cette vidéo, ça se passe au Luxembourg et c'est un militant écologiste qui va face à des députés qui les interpellent justement sur l'urgence climatique et politique. Le rapport du GIEC qui a été publié en automne 2018 détaille tout ce que nous devons faire et tout ce à quoi nous avons affaire. J'ai une question pour vous. Qui a lu ce rapport? Pas des extraits, pas des coupures de presse. Qui a lu ce rapport destiné aux hommes et aux femmes politiques? Si vous l'avez lu, je souhaiterais que vous leviez la main afin qu'on puisse voir à quel point la connaissance qui est nécessaire est répandue. Grand malaise. On aurait pu laisser l'image plus longtemps. Alors, le silence, il est saisissant. Il n'y en a pas un qui lève la main. Et donc là, il n'est quand même pas face à n'importe qui. Il est face à des députés, il est face à des gens qui doivent prendre des décisions. Et ils ne l'ont pas lu, ce rapport. Ils n'ont pas le niveau de connaissance nécessaire. Donc,
On est dans quoi par rapport à ça? Est-ce que vous allez leur parler à ces hommes politiques? Est-ce que vous essayez de leur apporter cette connaissance? Est-ce qu'ils vous consultent d'ailleurs? Ils vous demandent de venir? Oui, certains, oui. Et pas que les partis politiques. Il y a les syndicats, l'administration, les associations, tous les activistes. Mais non, c'est dans toutes les strates de la société. Mais pareil, c'est comme les dénis. Il y a une biodiversité des hommes politiques. Et il y a ceux qui ne l'ont pas lu, mais qui ont des très bons conseillers. Donc, ils ont les résumés, ils savent, ils discutent, ils vont au COP, ils discutent de ces chiffres, ils marchandent notre avenir comme ça dans les chiffres. Mais est-ce que ça percute vraiment? Est-ce que ça rentre? Alors, certains, oui. Je pense qu'il y en a qui ne savent pas. Il y en a qui savent, mais qui n'y croient pas, c'est-à-dire que ça ne percute pas. Ils comprennent les chiffres, mais ça ne les touche pas. C'est comme si c'était dans la tête, mais ça ne rentre pas dans le cœur. C'est peut-être ça la dissonance. Pas dans les tripes. Mais Pablo Servigne, il y en a qui il y en a qui savent, qui y croient et qui veulent faire des choses, et soit ils n'y arrivent pas, soit ils n'ont pas les mandats, tout simplement.